Mon père a envoyé un message, nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin de nous pour toujours. Ma sœur a aimé le message. J'ai répondu, demain, je retirerai mon nom de tous les prêts. À minuit, la conversation de famille était un déchaînement de cris en majuscules. J'étais en pause déjeuner au travail, parcourant mes emails, quand la notification est apparue. Le nom de mon père s'est affiché en haut de mon écran. Et pendant une demi-seconde, j'ai pensé qu'il prenait peut-être de mes nouvelles. Peut-être pour demander comment s'était passée la présentation de la semaine dernière, ou si j'avais eu des nouvelles pour la promotion. Quelque chose de normal, quelque chose qui reconnaîtrait que j'existais au-delà d'une simple signature pratique sur des papiers. Le message s'est chargé, et je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne s'imprègnent vraiment dans mon esprit, nous avons choisi de couper tout contact. Reste loin de nous pour toujours. Pas de préambule, pas d'explication, juste une déclaration froide et clinique m'annonçant que j'étais l'excommunié de la famille que j'avais passé 29 ans à soutenir en me pliant en 4. Mon téléphone a de nouveau vibré avant même que je puisse encaisser le premier coup. Madison avait aimé le message. Ma sœur cadette, l'enfant chéri qui n'a jamais manqué un drame familial sans l'aggraver, avait en fait pris le temps de réagir avec un emoji pouce levé au message de notre père me disant de disparaître. Je suis resté assise là, dans la salle de pause, mon sandwich à moitié mangé oublié sur la table, fixant ce petit pouce bleu. Les néons grésillaient au-dessus de ma tête. Les restes de quelqu'un tournaient dans le micro-ondes, emplissant l'air d'une odeur de poisson réchauffé. Tout semblait surréaliste, comme si j'avais basculé dans une dimension alternative où ma famille pouvait simplement me jeter par SMS, et où ma sœur le célébrerait. Mes mains tremblaient en tapant ma réponse. Je ne me suis pas permis de trop y réfléchir. Je n'ai pas fait de brouillon et de correction comme je le faisais habituellement en communiquant avec eux. J'ai simplement écrit ce qui me venait à l'esprit et j'ai appuyé sur envoyer, demain, je retirerai mon nom de tous les prêts. Puis j'ai éteint mon téléphone, j'ai fini mon déjeuner, et je suis retourné travailler. J'avais une réunion avec un client à 14 heures, et je n'allais pas laisser le dernier dysfonctionnement de ma famille ruiner ma vie professionnelle comme ils avaient ruiné tout le reste. Le fait est que j'avais toujours été la personne responsable. Pendant que Madison faisait la fête à l'université aux frais de papa et maman, accumulant les dettes de cartes de crédit et changeant de filière chaque semestre, moi, je cumulais 2 emplois pour payer mes propres frais de scolarité. Quand maman a voulu refinancer la maison pour partir en vacances en Europe, c'est moi qui ai co-signé, parce que ma cote de crédit était impeccable et la leur, au plus bas. Quand papa a décidé de louer un camion qu'il ne pouvait pas se permettre, qui pensez-vous a garanti ce prêt? Quand Madison a eu besoin d'une voiture après avoir démoli sa 3e, qui a signé comme emprunteur principal parce que son crédit était si désastreux qu'aucun concessionnaire ne voulait la toucher? Moi. Toujours moi. La fille fiable, celle qui se présentait, signait les papiers, virait l'argent, et ne demandait rien en retour, sauf peut-être un peu de reconnaissance, un peu de respect. Je ne l'ai jamais obtenu. À la place, j'ai eu des années de commentaires désobligeants sur mon poids, mes choix de carrière, ma décision de rester célibataire plutôt que de me contenter du premier loser qu'il jugeait là assez bien. J'ai été exclu des photos de famille parce que Madison disait que je ruinerais l'esthétique avec mes choix vestimentaires. On m'a fait la morale sur mon égoïsme quand je ne pouvais pas tout laisser tomber pour les aider à déménager des meubles, à garder leur chien, ou à conduire 3 heures pour assister à la fête prénatale d'une cousine. Mais je continuais à me présenter. Je continuais à signer. Je continuais à être le filet de sécurité, parce que c'est ce que font les familles, n'est-ce pas? On se soutient mutuellement. On aide dans les moments difficiles. Apparemment, cette philosophie ne fonctionnait que dans un sens. J'ai rallumé mon téléphone en rentrant du travail, et il s'est immédiatement mis à vibrer comme s'il avait une crise d'épilepsie. SMS, appels manqués, messages vocaux. La conversation de groupe de la famille, à laquelle j'avais été ajouté des années auparavant mais où j'étais rarement active sauf si quelqu'un avait besoin de moi, avait explosé d'activité. J'ai attendu d'être garé dans le parking de mon immeuble avant de l'ouvrir. Madison, tu es sérieuse, là? Maman, Charlotte, comment peux-tu nous menacer comme ça? Papa, c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Tu es vindicative et égoïste. Madison, tu essaies littéralement de nous détruire. Maman, s'il te plaît, reconsidère. Parlons-en comme des adultes. Madison, j'ai besoin de ma voiture, Charlotte. J'ai un travail. Celle-là m'a presque fait rire. Madison travaillait dans la même boutique de vêtements depuis 6 mois,
et elle s'était déjà portée malade plus de fois qu'elle n'avait travaillé des journées complètes. Mais bien sûr, parle-moi de l'importance de ta voiture. Les messages continuaient d'affluer, chacun plus frénétique que le précédent. L'oncle Tim avait apparemment été ajouté à la conversation et intervenait avec sa sagesse habituelle sur le fait que la famille doit pardonner et oublier. Tante Laura envoyait des émojis de main en prière. Le cousin Derek, à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans, avait soudainement des opinions sur mon caractère. J'ai tout parcouru avec un étrange sentiment de détachement. Ces gens venaient de me dire de rester loin d'eux pour toujours. Papa avait littéralement tapé ces mots. Et maintenant, moins de 8 heures plus tard, ils paniquaient parce que j'avais accepté de respecter leurs souhaits. La seule chose que j'emportais avec moi était l'encre financière qu'ils m'avaient attachée au cou. Je n'ai répondu à rien de tout cela. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à tout documenter. Le refinancement de la maison était à mon nom et à celui de papa, avec moi comme emprunteur principal car son ratio dette-revenu était trop élevé pour qu'il se qualifie seul. Le contrat de location du camion portait ma signature en tant que garante. Le prêt auto de Madison était entièrement à mon nom et sous mon numéro de sécurité sociale, car elle avait manqué à tant d'obligations qu'aucun prêteur ne voulait l'approuver directement. Il y avait aussi le prêt personnel que maman m'avait supplié de prendre il y a 2 ans quand elle voulait rénover la cuisine, 20 000 €, à un taux d'intérêt décent grâce à mon crédit, avec des mensualités de 380 € automatiquement prélevées sur mon compte. Elle était censée me rembourser. Elle avait fait exactement 3 paiements avant que les excuses ne commencent. J'avais tout supporté, chaque mois, comme si c'était ma responsabilité, m'assurant que rien n'aille en recouvrement, protégeant le crédit que j'avais mis tant d'efforts à bâtir, même si mes propres économies stagnaient et que mon rêve d'acheter mon propre logement s'éloignait de plus en plus. Demain, je commencerai à passer des appels. J'ai à peine dormi. Mais quand mon réveil a sonné à 6h30, j'étais déjà réveillé. J'ai fait du café, je me suis habillé dans ma meilleure tenue professionnelle décontractée, et je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, mon téléphone, et un bloc-notes couvert de notes. Le refinancement de la maison était la première étape. J'ai appelé le service de prêt à 9h précises, à leur ouverture. Le représentant qui a répondu semblait s'ennuyer jusqu'à ce que je lui explique ce que je devais faire. Je suis coemprunteuse sur un prêt hypothécaire, et je dois me retirer du prêt. Madame, vous ne pouvez pas simplement vous retirer d'un prêt hypothécaire. Le prêt devrait être refinancé avec l'emprunteur restant se qualifiant seul, ou la propriété devrait être vendue. Parfait. Quelles sont mes options pour lancer ce processus? Il y a eu une pause. L'autre emprunteur est-il d'accord avec cela? Ce n'est pas mon problème. Je mets fin à mon obligation financière envers ce prêt. Si l'autre partie veut garder la maison, il devra refinancer à son nom. S'il ne peut pas se qualifier, la maison devra être vendue. J'aimerais commencer les démarches nécessaires pour que cela se produise. Le représentant m'a transféré à un superviseur. Le superviseur m'a transféré à leur service juridique. À la fin de l'appel, j'avais une compréhension claire du processus. Je pouvais exiger mon retrait du prêt, ce qui déclencherait une exigence de refinancement. Si papa ne pouvait pas se qualifier seul et il ne le pouvait certainement pas, la maison serait mise en vente forcée. Je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste la sombre détermination de quelqu'un qui avait enfin décidé d'arrêter de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Le contrat de location du camion était le suivant. Celui-ci était plus facile. J'ai appelé le concessionnaire, j'ai expliqué que j'étais garante d'un contrat que je ne souhaitais plus garantir, et j'ai demandé leur politique de retrait de garant. Le directeur financier n'était pas content, mais il a expliqué que si le locataire principal ne pouvait pas trouver un autre garant ou refinancer le contrat, le véhicule serait sujet à une saisie. Vous voudrez nous donner un préavis écrit, a-t-il dit, d'un ton sec. Par courrier recommandé. Nous devrons réévaluer les qualifications du locataire sans garant, et s'il ne répond pas à nos exigences, nous commencerons le processus de récupération. Combien de temps cela prend-il habituellement? 30 à 60 jours après réception de votre préavis. J'ai rédigé la lettre avant le déjeuner. La voiture de Madison était ce que je redoutais le plus. Le prêt était entièrement à mon nom. Légalement, c'était ma voiture. Elle la conduisait simplement parce que j'avais essayé de l'aider à se remettre sur pied après son dernier désastre. L'assurance était sous ma police. L'immatriculation était à mon nom. Je pouvais simplement la reprendre.
cette pensée m'a accompagné pendant que je mangeais une salade à mon bureau, parcourant les messages de plus en plus délirants dans la conversation de groupe familial. Maman prétendait maintenant que je faisais une dépression nerveuse et que j'avais besoin de thérapie. Papa menaçait de me poursuivre en justice pour abus financiers, ce qui aurait été drôle si ce n'était pas si parfaitement dans son caractère. Madison avait envoyé une quarantaine de messages, allant de la colère aux supplications, puis de nouveau à la colère, avec plusieurs mémos vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. L'oncle Tim s'était apparemment autoproclamé médiateur familial et essayait d'organiser une sorte de conférence téléphonique d'intervention. Tante Laura envoyait toujours des prières, mais avait aussi commencé à insinuer subtilement que j'étais contrôlé par Satan. Le fait est que je ne me sentais pas hors de contrôle. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de penser clairement. J'ai appelé une amie de l'université qui avait fait des études de droit et qui pratiquait maintenant le droit de la famille dans un autre État. Nous étions restés proches, principalement par des SMS occasionnels et des appels d'anniversaire annuels, mais elle avait toujours été quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Lorraine, hypothétiquement, si quelqu'un s'est porté garant pour un tas de prêts pour des membres de sa famille et veut maintenant s'en retirer, quelle serait la manière la plus simple de le faire? Elle est restée silencieuse une seconde. Charlotte, est-ce que ça concerne ta famille? Hypothétiquement, hein? Hypothétiquement, si quelqu'un a son nom sur des prêts en tant que garant ou co-emprunteur, il aurait des options légales selon les types de prêts spécifiques. Les prêts hypothécaires sont plus compliqués et nécessitent généralement un refinancement ou une vente. Les prêts et locations de voitures peuvent souvent être résolus en exigeant le retrait et en forçant l'emprunteur principal à se requalifier. Les prêts personnels dépendent des conditions, mais si tu es l'emprunteur principal et que quelqu'un d'autre en a bénéficié, tu pourrais potentiellement le poursuivre en justice pour remboursement, bien que ce soit compliqué et coûteux. Et si le prêt auto est entièrement au nom de la personne hypothétique, et qu'elle laisse simplement un membre de sa famille utiliser le véhicule? Lorraine a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Alors, hypothétiquement, cette personne possède la voiture et peut la reprendre quand elle le veut. C'est sa propriété. Qu'est-ce que ta famille t'a fait? Je lui ai raconté. Pas tout, mais assez. Les années à être prises pour acquises, le fardeau financier que je portais, les critiques constantes et l'exclusion, le SMS de papa, et le pouce levé de Madison. Quand j'ai eu fini, Lorraine est restée silencieuse un long moment. Reprends la voiture, a-t-elle finalement dit. Reprends-la aujourd'hui. Ne leur dis pas que tu viens. Va simplement récupérer ta propriété avant qu'ils ne puissent la cacher, la désactiver ou faire quelque chose de stupide. Et Charlotte, documente tout. Chaque prêt, chaque paiement que tu as fait, chaque SMS. S'ils essaient de te poursuivre en justice, tu auras besoin de preuves que tu as été plus que juste. J'ai quitté le travail plus tôt, prétextant une urgence familiale. Ce n'était même pas un mensonge. Madison vivait toujours avec nos parents, dans la maison pour laquelle j'étais cosignataire, conduisant la voiture que je possédais, travaillant à temps partiel quand elle en avait envie, et dépensant son argent au gré de ses fantaisies. Je connaissais son emploi du temps. Elle serait au travail jusqu'à 18h, et maman et papa avaient tous deux des emplois qui les retenaient au moins jusqu'à 17h30. J'avais un double des clés de la maison et un double des clés de la voiture. Je les avais gardées pour les urgences, n'imaginant jamais que je les utiliserais de cette manière. Le quartier semblait exactement le même que d'habitude quand je suis arrivé. Des pelouses soignées, des maisons de banlieue identiques, des drapeaux américains sur quelques perrons. J'avais grandi à 3 pâtés de maisons de là, dans la plus petite maison que mes parents avaient vendue avant de déménager dans celle-ci. Celle pour laquelle ils avaient eu besoin que je cosigne parce que leur crédit était ruiné par des années à vivre au-dessus de leurs moyens. La voiture de Madison, ma voiture était garée dans l'allée, d'un blanc éclatant sous le soleil de l'après-midi. J'avais effectué chaque paiement pendant 3 ans. J'avais payé l'assurance, l'immatriculation, l'entretien. J'avais absorbé le coût quand elle avait reçu une contravention pour excès de vitesse et n'avait pas pris la peine de la payer jusqu'à ce qu'elle aille en recouvrement, faisant grimper la prime d'assurance. Je me suis garé dans la rue, j'ai marché jusqu'à la voiture avec ma clé, et je l'ai déverrouillée. L'intérieur était un désastre, comme prévu, des emballages de fast-food par terre, du maquillage éparpillé sur le siège passager, une veste de quelqu'un froissée à l'arrière. Ça sentait le désodorisant à la cerise artificielle et les fritrans. J'ai démarré le moteur et je suis parti. C'était surréaliste, comme si je volais quelque chose, même si légalement, cela m'appartenait. Je m'attendais à ce que quelqu'un sorte de la maison en courant et me crie d'arrêter,
ou que la police m'arrête. Mais le quartier est resté calme, et je suis rentré à mon appartement sans incident. J'ai garé la voiture à ma place attitrée, je l'ai verrouillée, et je suis rentré. Puis, j'ai envoyé un seul message à la conversation de groupe familial, j'ai récupéré mon véhicule. Madison peut trouver un autre moyen de transport. Je n'ai pas attendu les réponses. J'ai mis la conversation en sourdine et je me suis préparé pour mon cours de sport du soir. Les retombées ont été nucléaires. Le temps que je rentre de la salle de sport, en sueur et euphorique grâce aux endorphines, me sentant plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois, mon téléphone avait pratiquement fondu sous le volume des messages et des appels entrants. La conversation familiale comptait plus de 200 nouveaux messages. J'avais été retiré et rajouté 3 fois, apparemment en guise de punition, avant qu'ils ne réalisent qu'ils avaient besoin de moi pour me crier dessus. Maman avait laissé des messages vocaux, pleurant sur ma cruauté. Papa avait envoyé un SMS menaçant d'appeler la police et de déclarer la voiture volée, ce qui aurait été hilarant s'il l'avait vraiment fait. Madison avait publié quelque chose sur Facebook à propos de membres de famille narcissiques et de trahison, m'identifiant jusqu'à ce que je me désidentifie et que je change mes paramètres de confidentialité. La famille élargie avait également intensifié sa participation. Des cousins que je connaissais à peine m'envoyaient des messages privés, me traitant d'égoïste et de sans cœur. L'oncle Tim avait tenté un appel vidéo de groupe que j'ai refusé. Tante Laura avait apparemment lancé une chaîne de prière dans son église spécifiquement pour mon âme. La seule personne qui ne m'avait pas contacté était ma grand-mère, la mère de ma mère, qui vivait dans une communauté de retraités en Arizona et restait généralement en dehors des drames. Elle avait toujours été gentille avec moi, d'une manière distante et polie, m'envoyant des cartes d'anniversaire avec des chèques de 50 € et posant des questions génériques sur ma vie pendant les fêtes. Vers 21 h, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, supposant que c'était un autre sbire de l'arbre généalogique, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Charlotte ? La voix était âgée, mais ferme. Grand-mère Ruth ? Salut, grand-mère. Ta mère m'a appelé cet après-midi, extrêmement contrariée. Elle a dit que tu as volé la voiture de ta sœur et que tu essaies de les chasser de leur maison. Je lui ai dit que ça ne te ressemblait pas de faire ça sans une bonne raison. Alors, j'ai pensé que j'allais écouter ta version avant de me faire une opinion. J'ai failli pleurer. Dans une journée remplie de gens qui supposaient le pire de moi, avoir quelqu'un qui me demandait réellement mon point de vue, c'était comme une bouée de sauvetage. Je lui ai tout expliqué, les prêts, les années à être le filet de sécurité financier, les critiques constantes, l'exclusion des événements familiaux, le SMS de papa, la réaction de Madison, la décision de me libérer enfin d'obligations que je n'aurais jamais dû assumer. Grand-mère Ruth a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse quelques secondes. Ton grand-père et moi avons prêté de l'argent à ta mère une fois, quand elle et ton père étaient jeunes et en difficulté. 5 000 $, ce qui était beaucoup à l'époque. Nous étions d'accord qu'ils nous rembourseraient quand ils le pourraient. Ils ne l'ont jamais fait. Pas $1. Quand nous en avons reparlé des années plus tard, ta mère a dit qu'elle ne se souvenait pas que c'était un prêt, qu'elle pensait que c'était un cadeau. Elle semblait sincèrement confuse que nous attendions un remboursement. Elle a soupiré, et je pouvais l'entendre bouger dans son fauteuil, le téléphone frottant contre le tissu. Certaines personnes traversent la vie en supposant que le monde leur doit un soutien sans réciprocité. Ta mère est l'une de ces personnes. Elle a élevé Madison de la même manière. Je suis désolé qu'il t'ait traité comme un distributeur automatique au lieu d'une fille. Tu fais ce qu'il faut en te protégeant, même s'ils ne peuvent pas le voir. Nous avons parlé encore 20 minutes. Elle m'a raconté des histoires sur mon grand-père, décédé quand j'avais 12 ans, et son insistance sur l'indépendance financière et l'intégrité. Elle m'a posé des questions sur mon travail, mon appartement, ma vie en dehors du chaos familial. Elle a écouté comme si mes réponses comptaient. Avant de raccrocher, elle a dit « Je mets à jour mon testament la semaine prochaine. J'avais prévu de partager ma succession entre ta mère et son frère, mais je pense que je vais faire quelques ajustements. Tu mérites de bénéficier du soutien familial, même si cela vient après ma mort. » J'ai essayé de protester, mais elle m'a gentiment fait taire. Charlotte, laisse une vieille femme faire ce qu'elle veut de son propre argent. Ça me donnera la paix. Après cet appel, l'hystérie de la famille m'a semblé plus gérable, comme si j'avais au moins une personne dans mon camp qui comprenait. Les 2 semaines suivantes ont été une leçon magistrale sur l'application des limites.
J'ai bloqué le numéro de Madison après qu'elle m'a envoyé une série de messages qui sont passés de la colère à un état véritablement déséquilibré. Maman a été filtrée, donc ces appels allaient directement à la messagerie vocale, bien que je les ai écoutés de temps en temps, par curiosité morbide pour les tactiques de manipulation croissantes. Papa a essayé de faire envoyer une lettre de menace par son avocat, mais comme je n'avais rien fait d'illégal, ce n'était que du vent. Le processus de refinancement de la maison a avancé. Papa a demandé à refinancer le prêt hypothécaire à son nom seul et a été, sans surprise, refusé. Le créancier a entamé les procédures de vente forcée. J'ai contacté un avocat spécialisé en immobilier pour m'assurer que mes intérêts étaient protégés et que je recevrais ma part de la plus-value une fois la maison vendue. Le contrat de location du camion a été plus simple. Le concessionnaire a envoyé une lettre à papa exigeant qu'il fournisse un nouveau garant ou qu'il rende le véhicule. Il a réussi à trouver quelqu'un de son travail qui a accepté de co-signer, probablement sans bien comprendre dans quoi il s'engageait. Au moins, ce problème s'est résolu sans que le camion ne soit saisi. La situation de transport de Madison est devenue une véritable saga sur les réseaux sociaux. Elle publiait quotidiennement sur l'injustice de s'être fait voler sa voiture par sa terrible sœur, omettant commodément la partie où ce n'avait jamais été sa voiture. Elle a lancé une cagnotte GoFundMe pour récolter de l'argent pour un nouveau véhicule, qui a rapporté environ 300 € avant que les gens ne se lassent apparemment de son histoire. Finalement, papa et maman lui ont acheté une vieille Honda Civic sur Craigslist, dont elle s'est immédiatement plainte en ligne parce qu'elle n'était pas neuve et n'avait pas les fonctionnalités qu'elle voulait. J'ai observé tout cela de loin, mes comptes de réseaux sociaux bien verrouillés, ne ressentant rien d'autre qu'un vague sentiment de soulagement de ne plus faire partie de ce cirque. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je me suis plongé dans les projets, je me suis porté volontaire pour des responsabilités supplémentaires, et je suis resté tard pour aider les collègues qui étaient débordés. Ma patronne l'a remarqué et l'a mentionné lors d'une réunion individuelle. Tu t'es vraiment surpassé ces derniers temps, Charlotte. La présentation client de la semaine dernière était exceptionnelle, et j'ai entendu de très bonnes choses sur la façon dont tu encadres les nouvelles recrues. Merci. J'ai juste eu un peu d'énergie supplémentaire à rediriger récemment. Elle a souri d'un air entendu. Parfois, se débarrasser du poids mort dans nos vies personnelles nous libère pour nous épanouir professionnellement. Continue comme ça. Nous parlons de promotion dans les prochains mois, et ton nom est définitivement sur la liste. J'ai quitté cette réunion en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 3 mois plus tard, j'ai eu la promotion. Une promotion au titre de chef de compte senior et une augmentation de 15%. L'argent supplémentaire est allé directement sur mon compte d'épargne, construisant quelque chose qui était réellement à moi. La maison s'est vendue après 3 mois sur le marché. C'était une propriété décente dans un bon district scolaire, donc elle s'est vendue assez rapidement malgré les circonstances de vente forcée. Après le remboursement du prêt hypothécaire et le paiement de la commission de l'agent immobilier, il restait environ 40 000 € de plus-value. Mon avocat s'est assuré que je reçoive ma part, qui s'élevait à 20 000 € une fois que tout a été divisé de manière appropriée. Comme j'avais effectué la majorité des paiements hypothécaires pendant des années alors que papa contribuait de manière minimale, mon avocat avait tout documenté pour justifier le partage 50-50e de la plus-value restante. Papa m'a envoyé un SMS me traitant de vautours pour avoir pris leur argent. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement transféré le message à mon avocat au cas où nous en aurions besoin plus tard. Ce qui m'a le plus surprise pendant ces mois, ce n'était pas la colère de ma famille, je m'y attendais. Ce qui m'a prise par surprise, ce sont les gens qui sont sortis de l'ombre pour partager leurs propres histoires. Mon hygiéniste dentaire, lors d'un nettoyage de routine, a mentionné qu'elle m'avait entendu au téléphone dans la salle d'attente des semaines plus tôt et qu'elle pensait depuis à sa propre situation avec son frère. Un gars de ma salle de sport, quelqu'un avec qui j'avais échangé peut-être 10 mots au total, s'est approché de moi un jour et m'a dit que sa petite amie soutenait toute sa famille depuis des années et que cela détruisait leur relation. Les gens voyaient ce que je faisais et reconnaissaient leur propre situation de piège se refléter en moi. Une femme de mon club de lecture, Patricia, m'a invité à prendre un café spécifiquement pour en parler. Elle avait la quarantaine avancée, était bien habillée, et réussissait sur tous les plans extérieurs. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, juste des connaissances amicales qui se retrouvaient pour discuter des mêmes romans une fois par mois. Mon fils a 32 ans, m'a-t-elle dit en remuant le sucre dans son cappuccino. Il vit avec moi depuis 8 ans, sans payer de loyer. Il travaille sporadiquement, dépense son argent en matériel de jeu et en sorties au restaurant.
Et chaque fois que je suggère qu'il contribue aux dépenses du ménage ou qu'il commence à chercher son propre logement, il me dit que je ne le soutiens pas, que les vraies mères ne font pas payer de loyer à leurs enfants. Elle avait l'air épuisée rien qu'en en parlant. La semaine dernière, il m'a demandé de co-signer un prêt auto parce que son crédit est inexistant. Quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. J'ai pensé à toi, à ce que tu as fait, et je lui ai dit non. Juste non. Sans explication, sans justification. Il ne m'a pas parlé depuis. Il vit dans ma maison, mange ma nourriture, utilise mes services, et me fait la tête comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Que allez-vous faire, ai-je demandé. Je lui donne un préavis de 60 jours pour déménager. J'ai vérifié les lois sur la location, et même s'il ne paie pas de loyer, je dois l'expulser formellement. Pouvez-vous imaginer devoir expulser légalement votre propre enfant parce qu'il refuse d'être un adulte? Nous sommes restés assises là un moment, deux femmes qui avaient passé des années à se faire exploiter par des membres de leur famille qui considéraient l'amour comme une transaction à sens unique. Est-ce que ça devient plus facile? A-t-elle demandé. La culpabilité. J'y ai réfléchi. La culpabilité se fait plus discrète. Elle ne disparaît pas complètement, car on nous a élevés en nous faisant croire que dire non à la famille fait de nous de mauvaises personnes. Mais elle devient un bruit de fond au lieu d'une alarme stridente. On commence à réaliser que le véritable amour n'exige pas qu'on se détruise. Elle a hoché lentement la tête, puis a levé sa tasse de café. Aux mauvaises filles et pires mères, apparemment. J'ai trinqué avec elle. Aux limites. Le prêt personnel pour la rénovation de la cuisine de maman m'a hanté pendant des semaines après que j'ai réglé les autres obligations, 20 000 € que j'avais empruntés à mon nom pour son projet, avec sa promesse de me rembourser. J'avais effectué des paiements pendant 2 ans, et elle avait contribué à hauteur de 1 200 € au total, peut-être. J'avais payé plus de 9 000 € de mon propre argent pour sa cuisine. Mon avocat a suggéré que je pourrais la poursuivre en justice pour remboursement, mais le coût du litige aurait absorbé une part importante de ce que j'aurais récupéré, et le coût émotionnel n'en valait pas la peine. Au lieu de cela, j'ai pris une décision calculée. J'ai arrêté d'effectuer les paiements. Ma cote de crédit en a pris un coup. Elle a chuté d'environ 60 points sur une période de 8 mois, à mesure que les paiements manqués s'accumulaient. Le compte est devenu délinquant, a été radié, et a finalement été vendu à une agence de recouvrement. Ça faisait mal à voir, comme si quelque chose que j'avais soigneusement construit était délibérément endommagé. Mais voilà, ce prêt allait me suivre pendant des années de toute façon. Au moins, de cette manière, je ne saignais pas 380 € par mois dans un trou noir. L'agence de recouvrement m'a contacté environ 6 mois après que j'ai arrêté de payer. À ce moment-là, le solde restant, avec les frais et les intérêts, avait grimpé à environ 13 000 €. J'ai négocié un règlement de 5 000 €, que j'ai payé en une seule fois en utilisant une partie de l'argent de la vente de la maison, et j'ai obtenu un accord écrit stipulant que la dette serait marquée comme réglée et supprimée de mon rapport de crédit dans les 90 jours. Le calcul était en ma faveur. Au total, j'avais payé environ 9 000 € sur 2 ans, plus 5 000 € pour régler la dette, soit 14 000 € au total pour un prêt de 20 000 € qui n'avait jamais été le mien. Maman a bénéficié d'une réduction de 6 000 € sur la rénovation de sa cuisine, gracieuseté de ma volonté de flinguer temporairement ma cote de crédit. Maman n'a jamais dit un mot sur les paiements manqués, ce qui m'a tout dit. Elle n'avait pas suivi la situation, ne s'était pas souciée de vérifier si je portais toujours son fardeau. Le prêt avait cessé d'être réel pour elle dès l'instant où elle avait obtenu la cuisine rénovée qu'elle voulait. J'ai gardé la lettre de règlement dans mon classeur, un rappel que parfois, il faut casser quelque chose pour le réparer. À peu près à la même époque, la présence de Madison sur les réseaux sociaux est devenue de plus en plus déséquilibrée. Elle était passée des plaintes à mon sujet spécifiquement à des diatribes vagues sur les gens toxiques, les fausses familles et les narcissiques qui vous abandonnent quand vous avez le plus besoin d'eux. Elle avait découvert la terminologie psychologique et la maniait comme une arme, diagnostiquant à tous ceux qui l'avaient jamais contredite divers troubles de la personnalité. Elle a publié une longue note sur Facebook intitulée « Ma vérité » et qui détaillait sa version des faits. Dans son histoire, j'étais une sœur aînée jalouse et contrôlante qui lui avait toujours en voulu d'être plus jolie et plus populaire. Les prêts que j'avais co-signés étaient recadrés comme des cadeaux que j'avais offerts volontairement et que je reprenais maintenant par vengeance. La voiture que j'avais reprise était décrite comme quelque chose pour lequel elle effectuait des paiements, ce qui était une fiction si audacieuse qu'elle m'a presque impressionné. La section des commentaires était un mélange d'amis solidaires qui n'en savaient pas plus, et de quelques âmes courageuses qui soulignaient les incohérences de son récit.
Une de ses anciennes collègues a écrit « Mais ne m'as-tu pas dit que ta sœur payait tout et que tu ne faisais qu'emprunter la voiture ?» Madison a supprimé le commentaire en quelques minutes et a bloqué la personne. J'ai observé tout cela depuis mon profil verrouillé, ressentant un étrange mélange de pitié et de revanche. Elle était si désespérée d'être la victime qu'elle avait construit une réalité alternative élaborée où rien n'était de sa faute et où tout le monde était le problème. Ma thérapeute m'avait prévenu. Les gens qui n'ont jamais été tenus responsables feront n'importe quoi pour éviter de commencer maintenant. Ils réécriront l'histoire, recruteront des alliés, créeront le chaos. N'entrez pas dans leur jeu, laissez-la avoir sa version des faits, et vous, continuez à vivre dans la réalité. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé Madison jouer son rôle de victime devant un public qui finirait par se lasser du spectacle. Je me suis concentré sur ma vie réelle, celle que je construisais dans le monde réel, avec de vraies conséquences et de vraies réussites. Papa et maman ont déménagé dans un petit logement en location de l'autre côté de la ville. Madison a emménagé avec eux, naturellement. J'ai entendu dire qu'ils me blâmaient pour leur situation précaire à chaque occasion, racontant à qui voulait bien l'entendre l'histoire de leur fille cruelle qui a détruit la famille. Certaines personnes les ont crues. Quelques connaissances du lycée m'ont retiré de leurs amis sur les réseaux sociaux. Un ou deux parents éloignés m'ont envoyé des messages sur l'importance du pardon et d'honorer ses parents. Mais j'ai aussi eu des nouvelles de personnes que je n'attendais pas. Mon ancienne colocataire de l'université m'a contacté après avoir entendu une version de l'histoire. Quand je lui ai raconté la vérité, elle a admis qu'elle avait toujours pensé que ma famille me traitait mal, mais qu'elle n'avait pas senti que c'était sa place de dire quoi que ce soit. Une ancienne collègue qui avait déménagé hors de l'État m'a envoyé un message disant que sa famille l'avait utilisé de la même manière et que leur couper les vivres avait été la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Lorraine, mon amie avocate, m'appelait toutes les 2 semaines juste pour prendre de mes nouvelles et célébrer ce qu'elle appelait mon émancipation. J'ai commencé une thérapie, non pas parce que je pensais avoir fait quelque chose de mal, mais parce que porter ce dysfonctionnement familial pendant près de 3 décennies avait laissé des marques, et je voulais le traiter avec quelqu'un formé pour aider. Ma thérapeute était une femme pragmatique d'une 60aine d'années qui a validé mes choix dès la première séance et a passé les suivantes à m'aider à surmonter le deuil complexe de la perte d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Vous faites le deuil de la famille que vous méritiez d'avoir, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Les parents qui auraient dû être fiers de vous et vous soutenir. La sœur qui aurait dû être votre amie. Il est normal de faire le deuil de cette perte, même si vous reconnaissez que la réalité n'a jamais correspondu à l'idéal. 6 mois après le SMS de papa, j'étais assise dans mon café préféré un samedi matin, lisant un livre et dégustant un latte, quand quelqu'un s'est approché de ma table. « Charlotte ?» J'ai levé les yeux. Il m'a fallu une seconde pour le reconnaître, mais ensuite je me suis souvenu, Tyler, l'ex-petit ami de Madison d'il y a quelques années. Il avait semblé être un type bien, et je l'avais bien aimé pendant le peu de temps où il était dans les parages, mais Madison l'avait largué pour quelqu'un avec une meilleure voiture. Tyler, salut. Comment vas-tu? Bien, bien. Ça te dérange si je m'assieds une seconde? J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi, curieuse. Il s'est assis, l'air un peu mal à l'aise. J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta famille. Enfin, j'ai d'abord entendu la version de Madison, mais ensuite j'ai croisé ton ancienne colocataire, Amanda, à une fête le mois dernier, et elle m'a raconté la vraie histoire. Ouais, ça a été toute une histoire. Écoute, je voulais juste dire que je suis désolé pour ce que tu as traversé. Je suis sorti avec Madison pendant presque 1 an, donc j'ai vu de mes propres yeux comment ta famille te traitait. Tu étais toujours celle qu'ils appelaient quand quelque chose devait être réparé ou payé, et je ne les ai jamais entendus te dire merci. Pas une seule fois. Il s'est passé une main dans les cheveux, l'air sincèrement affligé. Madison se plaignait constamment de toi, mais toutes ses plaintes se résumaient à être en colère que tu ne fasses pas encore plus pour elle. Par exemple, elle était contrariée que tu ne puisses pas lui prêter de l'argent pour des billets de concert parce que tu avais ton loyer à payer, et elle disait à quel point tu étais égoïste. Ça me rendait fou. C'est en partie pour ça qu'on a rompu. Je ne supportais pas à quel point elle était exigeante pour tout. Je ne savais pas quoi dire. Je m'étais tellement habitué à être la méchante dans l'histoire de ma famille que le fait que quelqu'un valide mon expérience me semblait presque étranger. Merci de me dire ça. Honnêtement, ça aide de savoir que je ne suis pas folle. Tu n'es pas folle. Tu es mieux sans eux, à mon avis. Madison vit toujours avec tes parents, travaille toujours à temps partiel,
et publie toujours des trucs dramatiques en ligne sur la façon dont tout le monde lui a fait du tort. Toi, tu vis ta propre vie. Tu as gagné. Après son départ, je suis resté assise un moment, pensant à ce qu'il avait dit. Je ne m'étais pas sentie comme une gagnante. Je m'étais sentie comme quelqu'un qui avait survécu à une catastrophe et qui ramassait encore les morceaux. Mais peut-être que c'était une autre façon de voir la même chose. Peut-être que s'extraire d'une situation toxique et construire quelque chose de mieux n'était pas une question de gagner ou de perdre. C'était juste une question de se choisir soi-même, pour une fois. J'ai appelé l'agent immobilier avec qui je parlais d'acheter mon propre logement. Avec la plus-value de la vente de la maison, les économies du règlement du prêt personnel, et ma situation financière améliorée maintenant que je ne portais plus les dettes des autres, je pouvais en fait obtenir un prêt hypothécaire. Un petit, avait-elle dit, mais assez pour un premier condo dans un quartier que tu aimes. Allons-y, lui ai-je dit. Je suis prête à commencer à chercher. 1 an après le message de papa, j'ai acheté un condo d'une chambre avec un balcon donnant sur un parc. Ce n'était pas immense, mais c'était à moi. Mon nom sur l'acte de propriété, mon paiement hypothécaire, mon espace à décorer comme je le voulais. J'ai invité Amanda et Lorraine pour un dîner de pendaison de crémaillère. Nous avons mangé des plats à emporter sur mon nouveau canapé et bu du vin dans des tasses parce que je n'avais pas encore déballé mes verres à vin. Elles ont porté un toast à mon nouveau départ, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps lors de réunions de famille, un bonheur sincère. À Charlotte, a dit Lorraine en levant sa tasse, pour avoir eu le courage de se sauver. La conversation de famille existait toujours quelque part dans mon dossier de messages bloqués. Je supposais qu'ils y étaient toujours actifs, se plaignant toujours de moi, réécrivant toujours l'histoire pour se faire passer pour des victimes. Je ne me souciais pas assez pour vérifier. J'avais commencé à sortir avec quelqu'un, un ingénieur logiciel que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami d'un ami. Rien de sérieux pour l'instant, mais il était gentil, me faisait rire, et n'attendait pas que je résolve ses problèmes à sa place. Nous avions fait une randonnée le week-end précédent, et il a mentionné en passant que ses parents étaient impatients de me rencontrer un jour, qu'ils avaient tellement entendu parler de moi. J'ai failli pleurer au milieu du sentier. L'idée d'une famille qui était impatiente de me connaître, plutôt qu'impatiente de m'utiliser, me semblait révolutionnaire. Grand-mère Ruth est venue me rendre visite pendant les fêtes. Elle était le seul membre de la famille qui avait mon adresse, la seule avec qui j'étais resté en contact. Nous avons dîné dans un bon restaurant du centre-ville, et elle m'a donné un chèque de 5 000 € comme cadeau de pendaison de crémaillère. Ton grand-père serait fier de toi, a-t-elle dit en me serrant la main par-dessus la table. Tu as construit une belle vie selon tes propres termes. C'est ça qui compte. Elle m'a parlé de la mise à jour de son testament, achevé quelques mois après notre premier appel téléphonique. Elle avait divisé sa succession de manière à ce que maman reçoive un montant modeste et que je reçoive le reste. J'ai expliqué mes raisons dans une lettre qui sera lue après ma mort, a-t-elle dit. Elle comprendra, ou elle ne comprendra pas. Mais quoi qu'il en soit, tu seras prise en charge. J'ai essayé de protester, de dire qu'elle n'avait pas besoin de faire ça, mais elle m'a repoussé avec la même douce fermeté qu'elle avait utilisée lors de notre premier appel. Charlotte, tu as le droit de bénéficier de l'amour de quelqu'un. Tu as passé trop d'années à donner sans recevoir. Laisse quelqu'un te donner pour une fois. Parfois, je pensais à contacter maman ou papa, pas pour me réconcilier exactement, mais pour voir si le temps leur avait donné une quelconque perspective, s'ils avaient réalisé comment ils m'avaient traité, s'ils ressentaient le moindre regret. Mais ensuite, je me souvenais du SMS de papa, reste loin de nous pour toujours. Ces mots avaient été destinés à me blesser, à me punir pour une offense perçue que je ne comprenais toujours pas entièrement. Au lieu de ça, il m'avait libéré. Je suis resté loin. Et ce faisant, j'ai découvert ce que ma vie pouvait être sans leur poids constant qui me tirait vers le bas. J'ai découvert qui j'étais quand je n'essayais pas constamment de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. J'ai appris que la famille était censée être un système de soutien, pas un fardeau financier masqué en obligation. Mes collègues sont devenus ma famille choisie. Les amis qui m'avaient soutenu à travers le drame sont devenus mon cercle intime. La vie que j'ai construite, pièce par pièce, est devenue ma fondation. Et si ma famille biologique voulait me peindre comme la méchante de leur histoire, raconter à qui voulait bien l'entendre l'histoire de la fille terrible qui les a abandonnés dans leur moment de besoin, c'était bien. Je connaissais la vérité. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. J'avais retiré mon nom de leur prêt. Et ce faisant,
j'avais retiré leur emprise sur ma vie. C'était la vraie revanche. Pas la vengeance, exactement, juste la conséquence naturelle de leurs propres actions qui les rattrapait. Ils m'avaient renvoyé, et j'étais parti, emportant avec moi mon bon crédit, mes revenus stables, et ma volonté d'être leur filet de sécurité. Parfois, la meilleure réponse à reste loin pour toujours est de le faire vraiment. Et parfois, la famille que l'on se choisit est meilleure que celle dans laquelle on est né. J'étais assis sur mon balcon un soir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose, quand mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Pendant une seconde, je me suis crispé, me demandant si quelqu'un de ma famille avait un nouveau téléphone et essayait de me joindre. Mais c'était Amanda, qui m'envoyait un message d'un nouveau numéro, me demandant si je voulais aller à un concert le mois prochain. Rien de dramatique, rien de lourd, juste une amie qui me contactait pour faire des projets. J'ai souri et j'ai répondu par un oui, puis j'ai posé mon téléphone et je suis retourné regarder le coucher de soleil. La vie était belle. Pas parfaite, pas sans ses défis, mais belle. La mienne. Enfin, entièrement la mienne. Et je ne cosignerai plus jamais le prêt de quelqu'un d'autre.